Bonjour tout le monde, bienvenue à ce café rencontre de Québec Aroma du 14 juin. Aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter notre invité aujourd'hui qui est avec nous parce que c'est quelqu'un de très influent dans le monde de l'aromathérapie dans le monde. Bonjour Rihanna. Rhiannon, pardon. Bonjour Oui, Gilbert, oui, bonjour, bonjour. ça a coupé. Donc, je te salue tout de suite, mais je vais prendre le temps de bien te présenter pour que les gens te connaissent. Donc, tu es aromathérapeute depuis plus de 30 ans, fondatrice et éditrice du International Journal of Clinical Aromatherapy. Tu as aussi mis sur pied le célèbre congrès Botanica. Euh, Tu enseignes et tu fais des conférences un peu partout dans le monde. Euh, je pense que tu es une figure importante dans le développement de l'aromathérapie au niveau international. Tu as voyagé beaucoup. Les gens te connaissent et t'apprécient beaucoup. Ça se voit quand on te voit sur les médias sociaux. Je n'ai pas eu la chance de te rencontrer en personne. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation, Gilbert. Je suis honorée de participer à ce café rencontre. C'est nous qui sommes honorés aussi. Écoute, tu es très connu dans le milieu anglophone. Tu l'es certainement aussi auprès des professionnels dans le milieu francophone. On se demande pourquoi tu parles aussi bien français. Tu es originaire de Zambie en Afrique, mais tu as habité au Royaume-Uni, mais tu habites maintenant dans le sud de la France. Peux-tu nous parler un peu C'est ça. de ton parcours qui t'a amené en France, en fait, au niveau parce que non, c'est parce que tu as tellement une grande carrière qu'on ne sait pas trop par où commencer. On va y aller avec le. On va partir du début, si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a Okay. amené? Parle-nous de ton parcours au niveau de l'aromathérapie, peut-être. D'accord, ok. Donc, oui, ça fait plus que 30 ans maintenant que j'exerce en tant qu'aromathérapeute. Mais ma carrière à ce moment-là, quand j'ai débuté, j'étais infirmière spécialisée dans les soins intensifs. Et en fait, j'ai toujours voulu, si vous voulez, j'avais une vocation, j'avais mon chemin de cœur, c'était de toujours aider les malades. Donc, pour moi, quand j'ai quitté le collège, etc., et je me demandais quelle direction, je savais qu'il fallait soigner les gens. Donc, je ne pensais pas d'être assez intelligente de devenir médecin. L'opportunité n'était même pas, l'idée de l'opportunité n'était même pas là. Et donc, j'ai pris la décision de faire la formation d'infirmière parce que je savais qu'il fallait être avec les gens malades. C'était vraiment fort en moi depuis très jeune. Donc, j'ai fait ma formation d'infirmière et je me suis spécialisée en soins intensifs parce que plus malade que ça, vous ne pouvez pas être. Donc, je pensais que je remplissais mon rôle et mon chemin de cœur. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça. J'étais bien sûr dans le rôle de soigner les gens, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et c'était peut-être l'humanité qui manquait. Dans la profession d'infirmière en Angleterre au moins, où j'étais, peut-être ce n'est pas le cas au Canada, mais le plus que vous montez en grade Mhm. en tant qu'infirmière, le plus que vous éloignez du malade. Patient, oui. Et donc, je me suis trouvée dans cette situation. Je m'occupais des tuyaux, les machines, je sauvais les vies, etc. Mais j'étais plus dans le paparazzi, j'étais plus avec les médecins, j'étais de plus en plus distante de la personne qui souffrait dans le lit. Et donc, c'est là où j'ai eu le déclic. En fait, j'ai voulu être à côté du malade, dans sa souffrance et pour aider à soulager la personne qui souffrait. Donc, j'avais commencé à utiliser les huiles moi-même. J'ai utilisé pour mieux dormir, gérer mon stress, le burn-out, etc. Et donc, j'ai vu vraiment le potentiel de cette thérapie émergente. C'était dans les années 80.
Oui. Et donc, j'ai décidé carrément de switcher ma carrière. Donc, je me suis plongée dans la formation anglo-saxonne en Angleterre, de devenir aromathérapeute. Et j'ai carrément changé ma carrière. Donc, je suis retournée dans le même hôpital où j'étais infirmière, mais avec une casquette différente. Donc, je suis retournée dans les soins intensifs. J'avais beaucoup de chance parce que je connaissais pas mal de monde qui m'ont soutenue. Et donc, j'ai pu aider les gens, calmer leur souffrance, calmer l'angoisse, la douleur, etc. Mais avec les huiles essentielles au lieu d'exercer en tant qu'infirmière. Et Donc c'est là, dans les années, pardon, dans c'était dans les les années, années. oui, pardon, oui, allez. Oui, oui, c'est ça, dans les années 80. Donc, j'ai fini ma formation d'aromathérapie en 1989. Et voilà. Et voilà, le reste, j'ai continué mes études, j'ai poursuivi différents cours, etc. Et donc, ça fait plus que 30 ans maintenant que j'exerce. J'ai deux questions par rapport à tu as amené les huiles essentielles dans les hôpitaux dans les années 80. C'était quand même c'était habituel ou c'était nouveau pour l'époque? C'était pas habituel à cette époque. L'aromathérapie était vraiment émergente, hein. L'aromathérapie a existé depuis les fins des années 70 en Angleterre. Petit à petit, c'était en croissance. Mais l'utilisation dans les hôpitaux, dans les cliniques ou pour les malades était plus rare. C'était plutôt pour le bien-être, voilà, plutôt pour le grand public et de soigner les stress de tous les jours et les petits bobos. Ça, c'était plus courant. Mais de rentrer dans un hôpital ou dans un cabinet de soins, c'était assez rare. Mais j'avais vraiment la chance. Chaque porte où je tapais, c'était ouverte. Donc, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir exercer avec ça. Peut-être ma formation d'infirmière aussi m'a aidée Oui. parce que les gens, ils avaient peut-être plus de confiance. J'ai aucune idée, mais je suis reconnaissante de cette chance. Qui étaient les personnes influentes en Angleterre dans le milieu de l'aromathérapie à cette époque? À cette époque, il y avait bien sûr Robert Tisserand et Shirley Price. Ça, c'était peut-être les deux personnes clés à cette époque. Shirley Price a été la personne qui m'a déclenché l'intérêt parce que le premier livre que j'ai acheté en huile essentielle pour utilisation pour moi-même, hein, avant que j'étais aromathérapeute, le premier livre, c'était un tout petit livre qui était, je pense, le titre était un peu comme l'aromathérapie quotidienne. C'était aromathérapie pour tous les jours ou quelque chose comme ça. Oui. Et c'est comme à travers ce livre que j'ai pu rentrer dans ce monde merveilleux d'huile essentielle. Donc, après 89, tu t'es consacré à l'aromathérapie. Est-ce que tu avais une pratique avec une clientèle ou tu t'es consacré à l'enseignement? Qu'est-ce qui est Oui, arrivé? ouais, j'ai travaillé en plusieurs disciplines et plusieurs environnements. C'était ça aussi qui était très riche pour moi, parce que d'abord, je travaillais en tant que bénévolat dans cet hôpital. J'ai soigné un médecin généraliste. Il était parmi mes patients et il a eu un tel effet il m'a invité de travailler avec lui, avec 7 autres médecins dans un grand cabinet dans le sud d'Angleterre. Donc, j'ai travaillé avec eux 3 fois par semaine. J'avais mon propre clientèle, mon propre clinique aussi. Et je travaillais avec un ostéopathe et un homéopathe. Donc, c'était assez varié. Et donc, entre 89 et l'année 1996, j'étais en Angleterre en tant que praticienne indépendante, mais je formais aussi parce que j'avais déjà une formation d'enseignante. Donc, en plus, donc j'ai commencé vraiment à former aussi dans les écoles de l'aromathérapie. On a déjà des questions. Celle de Philippe, je vais la garder pour un petit peu plus tard. Par contre, Yves nous demande,
vous demande comment avez-vous fait pour persuader les professionnels de santé dans les hôpitaux à utiliser des huiles essentielles pour traiter les patients qui sont souvent fermés à de telles modalités? Ouais. Je pense que la première chose, c'est une très bonne question parce que c'est pas évident. Et c'est la seule chose que je peux vous dire ou peux vous conseiller, c'est que si vous voulez rentrer dans un milieu clinique, c'est un centre de soins, un EHPAD ou un hôpital, etc., la première chose qu'il faut faire, c'est de parler le même langage. Donc, si vous rentrez et vous parlez des pouvoirs des huiles essentielles énergétiques, ou vous commencez à parler des chakras, ou j'ai beaucoup de respect, hein, je travaille dans toutes les facettes de l'aromathérapie, mais si vous rentrez dans un hôpital où vous avez un entretien avec un médecin et vous commencez à expliquer cette thérapie avec ça, vous n'allez pas avancer. Il faut vraiment utiliser l'approche qui est en cohérence avec donc evidence-based, la recherche, l'explication. Il faut savoir aussi bien votre rôle. C'est ça aussi, hein, où vous êtes bien placé pour aider et où vous n'allez pas. Donc, il faut aussi savoir les limites et de ne pas essayer de convaincre tout le monde pour toutes les choses. Il faut commencer petit à petit, mais parler le même langage. Ça, c'est très, très important. Oui, merci. Est-ce que comment est arrivée l'idée de traverser pour aller en France? C'est arrivé en quelle année et pour quelle raison? Oui, je suis venue en France en 1997. Donc, ça fait quoi, 23 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et donc, en 97, en début de l'année, nous avons eu une invitation d'une société qui s'appelle Phytosanarom. Et c'était le moment où Phytosanarom a été dirigé par Philippe Malbieu, qui était le fondateur de cet laboratoire. Maintenant, c'est revendu, ça appartient à une société pharmaceutique, si je crois bien. Et donc, à ce moment-là, ils ont invité moi-même et mon ex-mari de venir en France pour travailler avec eux et aussi pour apprendre l'aromathérapie selon l'école française. Donc, c'était une opportunité pour moi qui avait cette formation et l'expérience anglo-saxonne, holistique, typiquement british, de venir de l'autre côté de la Manche pour apprendre comment les Français utilisent les huiles essentielles. Donc, j'ai suivi les cours avec eux, avec les docteurs et pharmaciens associés avec le labo, au même temps de travailler dans le laboratoire pour conditionner les produits, faire remplir les commandes, etc. C'était une très belle expérience. Eux, ils voulaient éventuellement que tu restes avec eux, être un peu l'ambassadeur de leurs produits. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, l'idée de venir collaborer avec eux, c'était d'apprendre le méthode spécifique pour ensuite diffuser cette méthode dans les pays anglo-saxons ou dans OK. les pays anglophones. Donc, nous avons passé un très bon moment avec eux, mais le méthode, c'est une méthode qui est très intéressante, qui est assez développée, mais ce n'était pas la méthode avec qui je pouvais travailler uniquement. Il fallait, j'avais déjà de l'expérience et j'avais déjà les connaissances que si je forme les gens, je mets tout ensemble et je ne pouvais pas avec cette méthode. Donc, avec regret, on a décidé de ne pas continuer. Mais ça, je suis très reconnaissante parce que ça m'a donné l'amour pour la France. Et donc, au lieu de rentrer en Angleterre, une fois qu'on a terminé notre collaboration, j'ai décidé de rester. Est-ce que tu avais appris le Et voilà, français? 20 ans plus tard.
était encore là. Est-ce que tu avais étudié le français auparavant ou tu as appris le français Non, au fur et à non, mesure ici? ça c'était c'était une catastrophe parce que quand j'étais à l'école, nos profs, mon prof, il a dit il faut choisir, soit vous choisissez étudier les sciences ou vous choisissez les langues parce que votre cerveau ne peut pas faire les deux. Donc, j'ai pris le chemin des sciences, la biologie, chimie, blabla, mais j'ai pensé que j'étais nulle en langue. Donc, je suis arrivée en France avec rien. Mais il faut survivre. Et il faut savoir aussi lire le numéro de série pour chaque chromatographie qui devrait accompagner le produit. Donc, j'ai vite appris le français, mais carrément comme ça, voilà, en parlant, et c'était une nécessité de survie. Philippe avait une question tout à l'heure, je pense qu'on va l'aborder maintenant. En tant qu'aromathérapeute anglo-saxonne, comment envisagez-vous l'aromathérapie scientifique et médicale française? Tu en as un peu parlé, mais maintenant, comment considères-tu ces deux pôles un peu différents, ces deux façons d'aborder l'aromathérapie? Oui, c'est une bonne question. En fait, l'aromathérapie a plusieurs volets. Il y a plusieurs facettes de l'aromathérapie. Et donc, plutôt que sur le côté phytothérapie médicale, vous avez votre approche médicale selon l'école française. Et ensuite, il y a la méthode anglo-saxonne, holistique, etc., qui est concernée surtout avec les voies externes et la voie d'inhalation. Euh, dans le monde de l'aromathérapie anglo-saxonne, dans la formation, c'est très rare qu'on aborde le sujet des voies internes, par exemple la voie rectale, vaginale, orale, sous-linguale, etc. C'est assez rare. Donc pour moi, où je vois, c'est que en fait, les deux se complètent. Les deux, sont, les deux ont leurs avantages et le désavantage aussi. Et que pour pouvoir exercer avec efficacité et sécurité de l'aromathérapie, c'est très utile d'avoir les deux formations en place que vous pouvez appliquer pour chaque personne. Vous pouvez adapter vos soins pour chaque personne. Donc, moi-même, j'intègre les deux approches. Et j'intègre dans une approche que j'appelle l'aromathérapie clinique. Donc, des fois, j'ai besoin d'utiliser l'approche plutôt médicale, plutôt directe, plutôt posologie un peu lourde selon l'école française. Et des fois, il faut que j'utilise plutôt mon approche très douce, plutôt énergétique et aussi émotionnelle. C'est plutôt l'approche anglo-saxonne. Comment les gens du milieu anglo-saxon te perçoivent, euh, étant donné que tu touches cette approche à la française, qui est peut-être moins pratiquée dans les milieux anglophones? Alors, les gens, ils te perçoivent comment dans les milieux anglophones? Je pense que je suis... Bon, c'est difficile à dire parce que je ne vois pas la perception des gens envers moi, mais où j'ai fait le plus de progrès, si vous voulez, dans ce monde de l'aromathérapie, c'est en intégrant les deux approches. Donc, pour pouvoir être à côté du malade, en utilisant à la fois la biochimie, la recherche et le pouvoir physique, bioactif des huiles essentielles, avec ma casquette plutôt médicale, avec, voilà, avec la science et la chimie dans ma tête, et à la fois être à l'écoute de la détresse et des besoins émotionnels du patient. Et donc, j'ai pu avancer avec l'aromathérapie clinique parce que j'ai fondé avec l'approche plutôt lourde, l'approche médicale,
Et je forme les aromathérapeutes anglo-saxonnes comment approfondir leur connaissance des huiles essentielles. Parce qu'ils utilisent beaucoup, mais est-ce qu'ils connaissent profondément au point de vue chimique les huiles essentielles? Des fois, c'est là où l'aromathérapie anglo-saxonne est limitée. Donc là, je rajoute la profondeur en utilisant les bases plutôt médicales de votre approche française. J'aimerais qu'on parle de l'enseignement éventuellement tout à l'heure. Par contre, on a une question de Muriel. Quel dosage préconisez-vous? Où vous vous situez par rapport au pourcentage utilisé dans les dosages? Tout dépend du patient. Tout dépend du patient, si c'est un problème physiologique, si c'est un problème émotionnel, si c'est un problème aigu, si c'est un problème chronique. La posologie est adaptée pour chaque patient. C'est cette approche individualisée qui est super importante. Donc, il n'y a pas une posologie type, en fait. Donc, ça dépend si c'est pour une application cutanée pour soigner la peau ou est-ce que c'est une application cutanée pour traverser les barrières pour arriver jusqu'à l'articulation. Donc là, l'approche, la posologie va être variée. La galénique va être variée aussi. Est-ce que j'utilise un gel, une crème, une huile, une argile? Il n'y a pas une posologie type. Mais ce que je peux dire avec l'expérience, parce que ça fait maintenant 30 ans que j'exerce et j'exerce encore, hein, c'est pas que j'ai arrêté d'être aromathérapeute pour faire autre chose, je suis toujours dans les soins des gens. Ce que j'ai constaté, c'est que le plus que vous connaissez votre huile essentielle, cette cocktail chimique dans le flacon, le plus que vous connaissez sa biochimie, et aussi la provenance, et vous avez le respect pour la plante, vous avez le respect pour la planète, vous avez écouté le patient et vous avez bien ciblé où aller avec votre formulation. Si vous avez mis tout ça en place, votre posologie n'a pas besoin d'être lourde. C'est que si vous arrivez vraiment à cibler le problème et à faire ça grâce à l'écoute de patiente et aussi grâce à votre connaissance de vos produits, votre posologie n'a pas besoin d'être importante. Sincèrement. Donc, avec l'expérience, j'utilise de moins en moins de posologie et je suis de plus en plus efficace. Donc, OK. Il y avait une voilà. question Il faut vraiment connaître le sujet et d'écouter le patient. Est-ce que l'aromathérapie familiale pratiquée par des individus qui achètent un livre, ça a ses limites? Parce que est-ce que vous croyez que monsieur, madame, tout le monde peut utiliser les huiles essentielles de façon efficace avec un livre, ceux qui ont acheté à la librairie, où il faut vraiment être formé et l'aromathérapie devrait être uniquement pour les professionnels? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a bien sûr les limitations, mais bien sûr que les gens peuvent utiliser les huiles essentielles avec efficacité et sécurité au quotidien pour soigner les maux du quotidien chez eux. Mais bien sûr, il faut avoir recours à soit les ouvrages adaptés pour eux, qui sont écrits pour le grand public, où l'information est correcte et sécuritaire. Et aussi, une rêve, c'est d'avoir quelqu'un dans le entourage, le pharmacien ou quelqu'un dans le entourage qui est formé, qui peut donner des bons conseils. Et c'est là où c'est un peu difficile dans tous les pays, hein, pas que la France, pas que en Angleterre, aux États-Unis. Dans tous les pays, on a un problème parce qu'il y a un véritable engouement de l'aromathérapie. Tout le monde pense être le petit sorcier à la maison pour réaliser le propre formule, etc. Mais la connaissance est limitée.
et aussi l'accès à la bonne information est des fois difficile. Donc, il y a beaucoup de risques pour les personnes qui pensent que le naturel est efficace et en sécurité. Et ce n'est pas forcément le cas. On sait ça, tout le monde. On a une question de Yves. Quels seraient les ouvrages que vous recommanderiez pour quelqu'un qui a obtenu une formation dite holistique et qui s'intéresse à l'utilisation clinique des huiles essentielles? Anglophone ou francophone? Quels ouvrages? Oui, Est-ce que ça dépend quelle langue? j'imagine que c'est francophone, mais les deux. Yves a répondu les deux, anglophone et francophone. Ouais. Je pense que en France, pour les livres francophones, une fois que vous avez une connaissance de base, il existe certains ouvrages qui sont plutôt adaptés pour une utilisation clinique. Donc, bien sûr, il y a les livres de Michel Faucon, qui a une série de livres qui ciblent certains sujets. Par exemple, soins des personnes âgées, etc. Il a aussi un très bon livre sur les hydrolats. Donc, Michel Faucon, actuellement, je pense en français, c'est peut-être un des leaders dans les ouvrages. Il y a Anne-Laure Jaffrello aussi, qui a écrit récemment un livre pour les soignants. Donc, de plus en plus, nous avons les ouvrages en français qui expliquent à peu près le parcours qu'il faut faire pour soigner les gens malades. Parce qu'il y a une différence quand même. Hein. Soigner les gens qui sont plutôt en bonne santé pour les garder en bonne santé, c'est une chose. Mais être avec un patient qui a des multiples problèmes physiologiques, qui a beaucoup de médicaments, qui est fragilisé, etc. Là, ça demande vraiment une autre approche avec beaucoup plus de prudence. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bain. Donc là, il faut l'information qui est adaptée. Et de plus en plus, ça arrive en français. En anglais, dans les ouvrages anglophones, il y a un très bon livre, et c'est ce qui est drôle, c'est que la personne qui a écrit vit actuellement au Canada. Elle s'appelle Marianne Tavares et elle a travaillé pendant 10 ans dans un hospice en Angleterre. Et je n'ai pas son livre à côté de moi, sinon je vous montre la couverture et je donne le titre exact. Mais après, Gilbert, je te donne le Oui, titre et les coordonnées. merci. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce livre, c'est la personne qui a écrit je dis ça en anglais, guidelines nationales, hein, National Guidelines, Oui. pour les soins complémentaires. Hein. Donc, Marianne, elle a écrit en 2003, je pense, elle a établi les guidelines pour nous en Angleterre. Et dans ce petit livre, elle aborde 3 sujets, la soin des bouches, les soins de plaies et les soins cutanés en général. Je pense que c'est ces 3 titres en 3 chapitres, mais excellentes pour l'aromathérapie clinique, parce que là, vous avez un vrai aperçu comment adapter les formules pour les personnes malades. Il y a aussi Madeleine Kerkhoff qui a écrit 2 livres en anglais. C'est une néerlandaise qui a écrit 2 livres sur l'aromathérapie pour les gens malades. Et ça existe en néerlandais et aussi en anglais. Elle a traduit 2 de ces 3 ouvrages en anglais. Merci. Tu parlais tout à l'heure du livre sur les hydrolats de Michel Faucon. Est-ce que, Oui. on a une question de Philippe, utilisez-vous les hydrolats aromatiques dans votre pratique de d'aromathérapeute? Absolument, absolument. Oui, je les trouve incontournables pour certaines choses, surtout les soins cutanés et aussi les problèmes de bouche. Je les trouve exceptionnels. Je les associe des fois avec l'aloe vera, des fois avec l'argile blanche pour faire les pansements ou les soins pour les œdèmes.
J'utilise pour les brûlures, pour les urticaires. Ils sont exceptionnels, mais il faut une bonne qualité, bien sûr, etc., etc. Tu habites en Provence depuis 1998, je pense que tu disais tout à l'heure. Tu C'est dois avoir ça. accès à des huiles essentielles et des hydrolats d'une grande qualité. Tu es vraiment dans une région. Tu as choisi la région pour les plantes? Oui, oui, voilà. Donc, quand j'ai pris la décision de ne plus travailler avec Phytosanarome et de reprendre mes propres ailes, si vous voulez, je formais déjà beaucoup de monde. Donc, j'ai voulu, au lieu d'être toujours dans mes valises et de voyager partout dans le monde pour donner la formation, j'ai voulu être dans une région où les gens pouvaient venir apprendre avec moi et de découvrir les plantes dans leur habitat naturel. Donc, j'ai voulu ne pas être trop loin d'un aéroport parce que je voyageais toujours, mais dans une région assez éloignée. Et c'est pour ça que j'ai trouvé où je suis actuellement. C'est un tout petit village dans l'arrière-pays grassois, donc on n'est pas loin de Grasse, qui est utile aussi pour nous, pour les visites, pour les parfumeurs, etc. Il y a des distilleries dans le secteur. Il y a beaucoup de plantes endémiques, les plantes aromatiques à l'état sauvage. Et donc, je vis en pleine nature, entourée par la lavande, le thym, le romarin, le pin, genévrier, etc. Et c'était très important pour moi parce que ce qui faisait toujours partie de mon parcours, c'est que je commence toujours avec la plante. Et je voudrais vraiment transmettre ça à mes stagiaires, que l'aromathérapie ne commence pas avec le flacon. L'aromathérapie commence avec votre connexion avec la plante qui a donné son huile essentielle. Et ce respect pour la plante est très, très importante parce qu'une fois qu'on voit la lavande sauvage sous la montagne, en face de ma maison, on a une montagne de 1400 mètres. Et quand nous sommes sous le sommet de cette montagne et on est dans l'abondance de la lavande sauvage, une fois que vous êtes en connexion avec cette plante, vous n'utilisez plus la lavande comme avant. C'est ce respect pour la plante que je voudrais instiller. Donc voilà, j'ai choisi cette région pour plusieurs raisons. Ce que j'ai trouvé extraordinaire quand nous avons déménagé, c'est que le village venait juste de construire une grande salle communale complètement équipée pour les conférences, avec une grande cuisine, tout est fourni. Donc, quand je reçois les groupes ici en France, nous avons le centre que nous utilisons qui est merveilleux. Et c'est un petit village, on n'est que 150 habitants, mais la grande salle peut accueillir plus que 200 personnes. Donc, c'est assez bien. Wow. On a une question de Sonia. Est-ce que vous ajoutez les plantes, phytothérapie, teinture mère, tisane, etc. à votre pratique? J'utilise les teintures mères pour certaines choses. Par exemple, pour la cicatrisation, j'ai une formulation que j'ai créée moi-même, que c'était un mélange d'huile essentielle et teinture mère. Les deux s'associent très, 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 très bien. Je ne suis pas phytothérapeute. J'ai une bonne connaissance botanique, j'ai fait la formation, etc. Mais je ne dis pas que je suis phytothérapeute. Donc, dans les conseils pour mes patients, je suis toujours, je connais mon rôle, donc je ne veux pas dépasser mon rôle. Donc, les conseils que je donne en plantes médicinales sont toujours limités parce que je ne suis pas phytothérapeute. Et c'est ça aussi, hein. Il faut qu'on sache, il faut on reste dans notre domaine. Je suis formée, bien formée en aromathérapie. Je peux vous donner les conseils en huile essentielle, mais me demander le conseil sur une plante médicinale, quelle forme galénique, quelle posologie, quel sous-titrage de teinture, etc. Là, c'est une autre profession pour moi, parce que je n'ai pas eu cette formation
approfondie dans la phytothérapie qui prend 7 ans d'études normalement en Angleterre. Si on veut prendre une formation avec toi, c'est quoi tu fais des conférences un peu partout dans le monde, dans des différents événements. Où est-ce que tu enseignes et comment on peut avoir accès à cet enseignement? Jusqu'à maintenant, je recevais les groupes anglophones pour toute une série d'études. J'ai un cours de l'aromathérapie clinique qui est sur 4 niveaux et chaque niveau, c'est 9 jours de formation. Et donc, pour chaque niveau, les gens venaient en France pour suivre cette formation et que vous montez chaque année un autre niveau. Mais c'est probable que j'arrête cette formation pour plusieurs raisons. Une raison, c'est parce qu'il faut que je fasse autre chose, il faut que je change, il faut que j'écris mon livre, etc. Et pour cette année, il n'y a rien prévu. Et pour l'année prochaine, probablement non plus. Mais après, peut-être je vais refaire dans un format différent. Je forme en français dans une école à Toulouse. C'est une école qui s'appelle École internationale de santé bien-être. C'est une école qui était une des plus anciennes en France, qui est établie par une Britannique qui s'appelle Wendy Belcourt. Et Wendy et son collègue, parce qu'ils sont deux à gérer l'école, elle m'accueille pour enseigner l'aromathérapie clinique en français. Donc, il y a un cours séparé pour ça. Donc, les aromathérapeutes peuvent assister n'importe quelle origine, et c'est en français. Et je forme aussi pour son école la biochimie des huiles essentielles pour ses propres stagiaires. Donc, le cours en français, ça passe à Toulouse. D'accord. Le temps avance vite et j'ai plein de questions. C'est super intéressant. Et peut-être Oui. que j'aimerais ça aborder deux ou trois sujets, présenter des choses que tu fais. Ensuite, peut-être on pourra ouvrir une période de questions. C'est possible qu'on dépasse un petit peu si tu as le temps. J'aimerais que tu nous parles de Essential Oil Resource Consultant. Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? Et à quoi ça sert? Je vais mettre le lien. Oui, l'Essential Oil Resource Consultant, c'est le nom de la société que j'ai créée avec mon ex-mari. Maintenant, je suis le seul, voilà, on a séparé les biens, etc. Oui. Mais c'est le nom de la société sous lequel tout se passe dans mes activités. Donc, j'ai fait plusieurs choses. Donc, les formations, c'est Essential Oil Resource Consultant qui gère les formations que je donne ou les congrès ou les conférences que j'assiste, etc. Aussi, sur le même nom de la société, il y a la revue que je rédige depuis 2004. Donc ça, c'est International Journal of Clinical Aromatherapy, dont il y aura une version en français, normalement à partir de l'année prochaine. Donc, c'est toujours sous la société. Il y a une société qui gère plusieurs choses. Donc, la revue fait partie et aussi le congrès et les séminaires que j'organise à Londres ou le congrès Botanica, c'est toujours sous la dirigeance, si vous voulez, de Essential Oil Resource Consultant. J'allais en venir justement au français et la revue, parce que avec ton parcours un peu particulier, tu es un peu l'ambassadrice aussi de ce qui se fait en France. Tu amènes un peu ce qui se fait en France dans le reste du monde, tu amènes des gens en Provence étudier avec toi. Je trouve intéressant que tu puisses le faire aussi dans l'autre sens. Et que tu puisses rendre le contenu de ta revue en français, que ces articles soient traduits ou comment tu envisages ça? Ce sera les mêmes articles qui seront traduits en français ou tu auras des collaborateurs francophones dans la revue? Non, nous sommes assez bien avancés. Ça s'appelle la revue francophone de l'aromathérapie clinique, donc RFAC. Nous faisons actuellement une étude de faisabilité
pour pouvoir lancer l'année prochaine. Ça va pas être l'identique à ma revue anglophone parce que les besoins des lecteurs sont différents. Donc, nous avons un comité de rédaction nous sommes plusieurs, qui ont plusieurs compétences, plusieurs expériences dans les différents domaines de l'aromathérapie, qui vont contribuer à la rédaction de cette revue. Mais pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est plutôt important, c'est que ce que j'ai trouvé avec la revue que j'ai rédige en anglais, c'est que nous avons rempli un besoin. Avec l'émergence de l'aromathérapie clinique, il n'y avait pas d'informations. Donc, les gens, ils étaient éparpillés partout, mais il n'y avait rien qui les connectait. Et donc, la revue en anglais fait ce lien et donne l'opportunité de partager les expériences, les articles qui sont vraiment bien expliqués, bien poussés, détaillés, etc. Il y avait au moins quelque chose de solide sur lequel vous pouvez appuyer. Et là, en France, on n'a pas une revue, on n'a pas une publication francophone dédiée à l'aromathérapie clinique. Il y a des revues sur la phyto, pas de problème, il existe plusieurs, mais sur l'aromathérapie clinique, il n'existe pas. Et moi, je vois toujours bien devant moi, j'ai toujours un regard vers l'avenir et je me dis que pour que l'aromathérapie clinique tienne la route dans les pays francophones, il faut le soutenir, il faut avoir une base, il faut avoir quelque chose sur lequel on puisse appuyer pour donner l'argument d'avoir l'aromathérapie dans les hôpitaux. Et là, je peux aider avec la revue. En quoi, tu disais tout à l'heure que le contenu ne sera pas identique parce que le besoin des deux différentes communautés n'est pas le même. En quoi le besoin de la communauté francophone est différent de, de celui du côté anglophone? Je pense que oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est plutôt culturel parce que ce qui est facile pour moi, je peux prendre ma revue et de regarder dans tous les derniers numéros jusqu'à 2004 et je peux tout traduire en français et lancer ça comme une revue francophone. Pourquoi pas? Et peut-être on va faire pour certains articles, on va les inclure. Mais l'aromathérapie est en mouvement. Et les besoins de l'aromathérapie clinique en France ne sont pas les mêmes que en Angleterre. Même la façon d'installer l'aromathérapie clinique, les protocoles, les choses à faire, les étapes à suivre ne sont pas identiques. Donc, et c'est aussi un peu, comment dire, de ma part, oser de dire, bon, il faut juste traduire ce qu'on fait déjà dans les pays anglophones et donner ça pour les francophones. C'est pas mon truc. C'est vrai, il faut qu'on crée nous-mêmes quelque chose qui est pertinent pour nous, avec les challenges, les enjeux pour nous, parce que c'est pas la même chose. En Angleterre, c'est tellement établi, on n'a pas besoin d'argumenter notre place. Les hôpitaux nous accueillent, les hospices nous accueillent, et c'est tellement établi en 97% de centres de soins palliatifs en Angleterre, Irlande et Pays de Galles et Écosse. 97%, ils ont des aromathérapeutes installés. Donc, ce n'est pas le cas en France. Donc, voilà, il faut avoir d'autres arguments, d'autres informations et aussi la contribution des personnes clés qui ont réussi d'installer l'aromathérapie clinique déjà, qui peuvent nous aider à dire, tiens, regarde, eux, ils font comme ça et peut-être nous, on peut faire aussi. Donc, il faut que ça soit vraiment Oui. français. À qui s'adresse la revue? Aux professionnels qui sont déjà aromathérapeutes ou à tous les gens passionnés d'aromathérapie? Et ma deuxième question, Non, est-ce que vous gardez en oui. tête toute la francophonie, incluant le Québec, ou c'est uniquement avec une vision plus principalement pour la France ou France-Belgique? Non,
D'abord, c'est pour ça que le titre de la revue, c'est francophone, c'est pas français, c'est la revue francophone. Parce que je me suis dit, c'est pas limité à la France, il faut que c'est accessible à tout le monde qui parle français. Mais c'est vraiment une revue professionnelle. Si on voit les gens qui sont abonnés à ma revue anglophone, c'est que des praticiens ou les pharmaciens, les infirmières ou les gens qui utilisent les huiles pour soigner. Ce n'est pas une revue grand public et ça va être l'information va être assez poussée. Donc, ça demande que vous avez quand même une certaine connaissance. Oui. Je vais prendre une question de Philippe. Madeleine Kerkhoff construit des synergies à base d'huile essentielle, d'huile végétale et d'extraits au CO2 supercritique. Utilisez-vous les extraits CO2 dans votre pratique? Oui, j'utilise les extraits CO2, mais pas autant que Madeleine. Madeleine, c'est une grande spécialiste dans les extraits CO2 parce qu'elle a plus que 10 ans d'expérience de les inclure dans les soins. Et son expérience est vaste, c'est-à-dire qu'elle utilise au moins une quarantaine d'extraits CO2 différents. Moi, je n'ai pas cette expérience. J'utilise peut-être 5 régulièrement dans mes formules, mais pas plus que ça. Je vois les résultats extraordinaires, par exemple l'extrait CO2 de calendula ou l'extrait CO2 de matricaire. C'est vraiment une belle contribution qui va augmenter l'efficacité de la formule. Mais j'utilise beaucoup moins qu'elle parce que j'ai pas cette expérience qu'elle a et j'ai pas l'accès non plus à toute cette gamme d'extraits CO2. C'est plutôt difficile en France de les trouver. J'ai J'essaie de formuler ma question. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers le web dans les dernières années et dans les derniers mois, avec la pandémie, tout le monde a installé Zoom. Je pense on va parler de Botanica qui a dû être reporté et en version virtuelle. Est-ce que c'est en lien avec une question aussi de Sylvie? Est-ce qu'il y aurait une possibilité ou un projet de faire des classes en ligne avec toi et ça m'amène à poser la question, quand tu fais des conférences, quels sont les sujets qui te tiennent le plus à cœur dans des conférences que tu as fait dans les dernières années? Et est-ce que ce serait possible de les refaire en ligne éventuellement pour qu'on puisse avoir accès à toute cette culture aromatique que tu as en toi, que tu as cultivée pendant toutes ces années? Oui, donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure que les cours ici en Provence qui durent 9 jours, qui accueillent les gens de 4 coins du monde chaque été, etc., je ne fais pas cette année ni l'année prochaine. C'est parce que j'arrive à un moment dans ma vie où il faut que je change certaines choses, mais je suis consciente que de pouvoir, avec la technologie maintenant, de pouvoir enseigner online, c'est une grande possibilité maintenant. On maîtrise ça. Donc, mon idée, c'est de me tourner un peu plus sur la formation online et moins de recevoir les groupes ou de voyager. Moi, je voyage très peu maintenant. Mais cette possibilité de faire online, c'est possible. Je fais déjà un petit peu avec une plateforme qui s'appelle Naturopath CE, donc les Continuing Education Credits. Naturopathique CE, c'est dirigé par Timothy Miller, un naturopathe aux États-Unis. Et j'ai fait un cours pour lui sur les huiles essentielles, sur les maladies respiratoires, par exemple. Donc oui, pour répondre à ta question,
la fait que je refais moins de voyages et moins de groupes ici me permet d'écrire plus et aussi de mieux maîtriser la formation online. Donc, ça va venir. L'autre question, c'était que tu demandais quel sujet me passionne le plus. C'est plutôt où j'ai fait plus de différences, c'est dans les soins en cancérologie et soins palliatifs. Donc, je forme dans un hôpital toujours à Londres. Je forme depuis 2004 là-bas. Tous les ans, on se retrouve avec une formation qui est très poussée, qui a développé maintenant ces plusieurs jours, etc. Et c'est vraiment comment on peut faire une différence en cancérologie et soins palliatifs. Donc, c'est les deux sujets qui me passionnent beaucoup, mais je parle de plusieurs sujets, mais ces deux sont vraiment importants pour moi. Tu parlais d'écrire tout à l'heure. Est-ce que tu as un livre que tu es en train d'écrire, c'est ça? Peux-tu nous en Oui, parler un peu? oui, ça, c'est un livre qui attend depuis longtemps. C'est un livre qui va parler de comment être à côté du patient, à côté du malade. Donc, c'est un livre de l'aromathérapie, bien sûr, mais c'est un peu plus que ça. C'est un livre qui euh, parle de votre rôle aussi en tant que thérapeute. Comment être bien placé pour aider cette personne. Donc, il y a une partie huile essentielle, challenge clinique, les cas cliniques pour illustrer ce que je voudrais partager. Mais c'est aussi beaucoup de réflexion par rapport à la thérapeute. J'ai écrit un livre il y a longtemps qui s'appelle Becoming an Aromatherapist, comment être un aromathérapeute, comment devenir aromathérapeute. C'est un petit livre, mais c'était un petit livre qui parlait les étapes à suivre pour devenir thérapeute. Maintenant, je voudrais inclure dans ce livre, maintenant que vous êtes thérapeute, comment être avec les gens malades, comment vraiment être efficace pour eux. Et voilà, c'est en cours. Je ne sais pas quand ça va être fini. Tout dépend si tout se passe bien avec la crise de Covid et Botanica, etc. Ça dépend du temps que je puisse me permettre pour l'écrire. Mais c'est en cours. En Donc, anglais. oui, Botanica, tu as eu l'idée de fonder ça en 2012. Pourquoi il y avait déjà différents congrès qui existaient? Comment t'es venue l'idée d'avoir ton propre événement et en quoi cet événement-là serait différent de ce qui se faisait ailleurs? Ouais. Euh, L'idée de Botanica est venue en 2010 et ça a pris 2 ans pour mûrir, pour devenir un congrès. J'ai toujours, une de mes passions, c'est de réunir les gens, de faire les connexions entre les gens. C'est vraiment important pour moi. Je suis thérapeute, je suis formatrice, mais ce qui se passe entre les gens est plus important. Donc, pour Botanica, on a commencé en 2012. L'idée, c'était carrément de faire venir les conférenciers de plusieurs pays différents pour partager 3 jours d'aromathérapie et 3 jours de conférences. Et le magie qui s'est passé, c'est que les connexions entre les gens étaient tellement importantes qu'on a refait encore tous les 2 ans par la suite. Et c'est devenu maintenant un congrès international qui est reconnu par la qualité de toutes les prestations, toutes les conférences, mais aussi par les connexions, par le networking que les gens y font quand il vient. Et donc, c'est juste une extension de ce que je fais d'abord. Hein. Je suis formatrice, donc j'engage les gens. Je partage l'information avec ma revue et je partage l'information à travers Botanica. Je suis dans la communication de connaissances et de l'expertise, donc c'est naturel de le faire. Est-ce que Et Botanica, c'est c'est uniquement les huiles essentielles
ou ça dépasse un peu avec la phytothérapie? Oui, parce que pour moi, l'aromathérapie est toujours une branche de la phytothérapie, hein. Cette connexion avec la matière, la connexion avec la plante est toujours présente. Donc, le grand thématique de botanique est toujours l'aromathérapie clinique, mais on intègre la phytothérapie avec. Ça représente pas, c'est pas dominante dans le congrès, c'est pas 50-50, c'est une partie phyto qui est inclue et intégrée pour qu'on fête, en fait. C'est une vraie célébration du monde végétal, aromatique et médicinal. La dernière édition devait avoir lieu au début du mois de juin, c'est ça? En Faites-les, Slovénie. oui. Donc, ça a dû être reporté. Euh, Yeah. comment se passe le transfert vers une version virtuelle? Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. C'était bien sûr une grande déception pour nous parce qu'on a fait tout pour avoir ce congrès en Slovénie en mai. Et donc, il fallait reporter d'abord parce qu'on pensait peut-être en septembre, ça pouvait être possible, mais très vite, on a compris la situation mondiale avec la crise, ce n'était pas possible. Donc, au lieu d'annuler ou reporter jusqu'à l'année prochaine, j'ai cherché comment on peut faire différemment, mais de garder le même contenu et la même expertise et professionnalisme. Et donc, j'ai trouvé une plateforme professionnelle qui s'occupe uniquement de conférences et salons virtuels. Donc, maintenant, on a basculé hein, carrément, c'est uniquement virtuel. Tous les gens qui étaient abonnés pour Slovénie, ils sont automatiquement transférés sur la plateforme virtuelle. Donc, ils ont gardé le place, ils sont juste virtuels maintenant. Et nous avons pu augmenter le programme. Donc, on a 12 conférenciers en plus qu'on avait si c'était toujours le cas pour Slovénie. Donc, nous avons agrandi le programme, rajouté des choses et ça se passe sur 3 jours le mois de septembre. Et c'est un vrai challenge technique, etc. C'est pour ça que j'ai engagé une plateforme professionnelle de s'occuper de tout ce qui est technologie. C'est pas mon point fort. Donc, je donne à quelqu'un d'autre pour faire ça. Mais ça va être extraordinaire. Est-ce que tu penses que ça va se poursuivre de façon virtuelle dans 2 ans aussi, ou tu vas revenir à une formule en personne? je, ce que la richesse de Botanica et la magie de Botanica, il y a une grande partie qui vient parce que nous sommes ensemble en personne. Donc, je ne laisse pas tomber l'idée de refaire une conférence en personne. En fait, nous avons déjà réservé les dates pour Slovénie en 2022. Mais par contre, si ça se passe comme il y a l'air, hein, ça se passe très très bien en ce moment, la transition est très efficace, très smooth. Si ça marche bien et que ça apporte quelque chose, on peut toujours réaliser un congrès hybride pour la prochaine édition. Je pense que c'est important d'être sur place, mais pour les gens qui ne peuvent pas être sur place, peut-être il y aura une partie qui est online pour 2022. Mais tout dépend sur l'édition qui arrive en septembre. Ça permet vraiment de rejoindre beaucoup plus de gens un peu partout dans le monde qui n'auraient pas l'opportunité de prendre l'avion, se déplacer aussi. Je pense que c'est intéressant. Exactement, exactement. Exactement. Et ce qui est très intéressant pour la plateforme virtuelle qu'on ne peut pas faire pour un congrès en personne, c'est que comme toutes les conférences sont enregistrées et ils ont le streaming live pendant ces 3 jours, il y a, pour les gens qui ont l'accès de Botanica, il y a 30 jours de replay
Donc, sur demande, pendant 3 jours, vous pouvez réécouter et tout écouter parce qu'on a 38 conférenciers quand même hein, sur 3 jours, c'est énorme. Donc, si vous loupez une personne parce que ce n'était pas le zone horaire pour vous, vous avez loupé une conférence, vous pouvez réécouter ultérieurement. Et là, c'est très, très intéressant pour nous. Vous avez un mois d'écouter et de revoir les conférences que vous voulez. Rhiannon, quels sont est-ce qu'éventuellement, tout ça, ça va être traduit simultanément ou il y a une possibilité d'apporter un côté francophone à ces rencontres-là, un peu comme avec la revue? Est-ce qu'éventuellement, tu vas créer aussi des ponts vers le milieu francophone? Donc, déjà, pour les francophones, il y a un congrès très important dont je fais partie de le comité de pilotage. Hein. C'est le congrès de Phytarome Grasse qui aura lieu tous les ans. Et donc, en 2021, il y a un très bon congrès qui se passe juste 1 heure de chez moi, à Grasse, au Palais des Congrès. Donc là, ce symposium est très important et je soutiens à fond. Donc et eux, ils ont une traduction simultanée français-anglais. Oui. Donc là, c'est bien parce que c'est financé et soutenu par la ville de Grasse. Pour nous, pour Botanica, de faire la traduction simultanée, j'ai essayé pour Slovénie. Hein, je me suis renseignée comment faire pour Slovénie. Ça représente un budget, mais hors norme. Vous ne pouvez pas imaginer comment faire 3 ou 4 jours d'affilée avec une traduction simultanée. Ça nous met hors du budget complètement pour Botanica, parce que Botanica tourne avec ses propres frais. Je rajoute pas, je peux pas rajouter, j'ai pas de poche, si vous voulez. Oui. Et donc, ça nous a mis, c'était pas possible. J'ai bien voulu faire, mais par contre, ce qu'on envisage pour cette édition de Botanica, comme tout est enregistré, c'est de faire ultérieurement, pas simultané, c'est pas possible, mais ultérieurement de faire le sous-titrage. Donc sur chaque conférence, un sous-titrage qui peut aider les gens. Mais ça, c'est pas pendant les 3 jours. Non? Ça va venir par la suite une fois qu'on a collecté tous les enregistrements. Merci beaucoup, Rhiannon. Je te souhaite beaucoup de succès à Botanica. Je te souhaite Merci. du succès avec ton livre aussi, que tu puisses avoir le temps de l'écrire et de mettre ça sur papier. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a dépassé un peu notre heure habituelle, mais on aurait pu continuer encore longtemps. Je trouve que C'est c'est une grande plaisir. une belle opportunité qu'on a de pouvoir échanger avec toi, qui est beaucoup dans le monde anglophone aussi. Puis tu connais mon rêve de créer des liens, de rassembler les gens aussi. Je pense que tu es un élément clé dans cette direction de créer des ponts entre des différents aromathérapeutes du monde entier. Et, je t'admire beaucoup. Je te remercie pour ces beaux moments. C'est moi qui vous remercie et je suis ravie qu'il y avait du monde qui vient écouter et assister à cette interview. Ça me touche énormément. Et, Il y en a plusieurs qui vont le revoir aussi. Je vais le mettre dans le groupe. Les gens pourront le réécouter. Donc, euh, bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup encore. À une prochaine, j'espère. OK. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir.